Donc je suis très heureux d'accueillir Madame Mengui, qui est donc la présidente de l'Académie de l'aéronautique et l'espace, qui est venue spécialement à Paul Sabatier aujourd'hui pour visiter nos laboratoires et qui organise donc ce soir cette conférence qui sera donnée par Sylvie Beaucaire, qui est une professeure émérite qui appartenait à l'IRAP, donc à l'Observatoire Midi-Pyrénées. Je laisse d'emblée la parole à Madame Mengui. Bonjour à tous, et je suis très heureuse d'être là aujourd'hui. Alors vous voyez, c'est la sportive qui vient du nord, où il y avait 20 cm de neige et qu'il a fallu vaincre pour venir vous voir aujourd'hui. Et donc je suis très contente de cette visite aujourd'hui à Paul Sabatier, où on a vu des choses passionnantes. Et c'est pour ça aussi que je suis arrivée un peu tard, tellement les choses étaient passionnantes. Je voudrais remercier M. Vinel de nous avoir permis de faire cette visite. Et pour le remercier, je lui ai apporté d'abord l'Académie de l'air et de l'espace, est une vénérable institution créée par André Turca et qui joue un rôle de think tank dans le domaine de l'aéronautique et l'espace. Et nous avons quelques publications que nous adressons essentiellement aux décideurs, aux gouvernementaux, pour orienter certains travaux, sachant que c'est vous qui êtes en pleine activité, qui savez trouver les idées qui font choc et qui nous permettront d'avoir des choses fabuleuses dans l'avenir. Donc je lui laisse en souvenir cette pochette de nos publications et également, attendez, j'ai un peu de mal, voilà, une médaille qui représente, qu'il pourra mettre dans sa vitrine, dans son bureau, voilà, avec une sentence en latin, tiré de l'Énéide de Virgile, qui dit qu'ils auront tous leur soleil et leurs étoiles. Voilà, donc merci à vous de cet accueil. Et pour présenter notre collègue Sylvie Beaucaire, qui est membre de notre académie, je laisse la parole à M. Demandé. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Président, chère Sylvie, bonjour à tous et à toutes. Donc c'est mon plaisir que de présenter Sylvie Beaucaire, donc professeure émérite de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, donc qui a œuvré tout au long de sa carrière dans les différents niveaux d'enseignement, donc anciennement les DEUG, les licences, les maîtrises, les DEA, et que sais-je encore. Aujourd'hui, elle a encore poursuivi son activité d'enseignante à tout niveau. Tu as enseigné une grande majorité de disciplines de la physique, je crois qu'on peut le dire, évidemment, des enseignements de base, mais indispensables, l'optique, la mécanique, jusque évidemment à tes enseignements spécialisés qui ont préparé un très grand nombre d'étudiants à différentes thèses que tu as pu encadrer avec tes équipes dans le cadre de ton activité de recherche rattachée, comme l'a dit le Président, à l'Institut de recherche en astrophysique et planétologie, qui a été visité par un certain nombre de membres de l'Académie de l'air et de l'espace et qui, je crois, les a particulièrement intéressés vu la qualité des travaux menés dans ce laboratoire. Voilà, donc un grand merci à Sylvie pour cette conférence qui effectivement a attiré un très grand public et beaucoup d'étudiants. Et évidemment, on est ravis de cette présence nombreuse de ces étudiants. Et évidemment, pour nous, universitaires, on espère que ça attirera toujours plus d'étudiants vers des études longues, et notamment dans le domaine de l'astrophysique, parce que c'est un champ passionnant qui est très attractif et dont on a besoin de beaucoup de talent. Donc, merci encore de cette passionnante conférence. Vous savez, la Terre a 4,5 milliards d'années. La vie sur la Terre, d'après ce qu'on sait, d'après les plus anciens fossiles qu'on puisse retrouver, la vie date de 3,8 milliards d'années. Les premiers hominidés
c'est-à-dire nos ancêtres, les gens qui commençaient à marcher sur deux jambes, c'est quelques millions d'années. Alors, on a du mal à se représenter tout ça. Donc mon petit geste, c'est pas compliqué, on écarte les bras comme ça, et vous dites, le bout de mon index gauche, c'est l'origine de la Terre, c'est le début de la Terre, et le bout de mon index droit, c'est l'époque actuelle, c'est maintenant. Eh bien, l'époque de l'origine de la vie, quand vous pensez à ça, vous partez du début, c'est le coude, c'est l'endroit du coude. Les premiers mammifères, vous faites tout ça. Voilà. Et on est déjà au poignet de la main droite. Et les premiers hominidés, c'est la petite partie blanche de l'ongle de votre index. Donc voilà, les hommes sur la Terre, depuis combien de temps on est là? Vous voyez, c'est très très peu par rapport à l'histoire de la Terre. Et la Terre, quand elle est née avec le Soleil, le système solaire, l'univers avait déjà 2 fois cet âge-là. Donc ça fixe un petit peu les choses. Et dans cette histoire de l'humanité, donc qui est récente, il y a quelque chose d'encore plus récent, c'est l'histoire de la technologie. Alors là, ça fait vraiment quelques siècles. Et il y a quelque chose d'encore plus récent, et c'est ça qui est vraiment, vraiment fascinant, c'est que nous vivons à cette époque-là, c'est extraordinaire. C'est que depuis moins d'un siècle, pour la première fois, des êtres vivants sur cette terre l'ont quitté. C'est quelque chose d'extraordinaire. Aller dans l'espace. Jusqu'à présent, tout ce qui existait sur Terre vivait sur la surface de la Terre. Et maintenant, on l'a quitté. On l'a quitté, on est capable de la quitter. Alors, capable de la quitter, ça veut dire envoyer, évidemment, des êtres humains dans l'espace, il y en a en ce moment, et envoyer des instruments. Envoyer des sondes spatiales, des satellites, des télescopes dans l'espace, envoyer toutes sortes d'instruments robotisés dans l'espace qui nous donnent des informations extrêmement précieuses, des informations sur la Terre elle-même, des informations sur les planètes du système solaire et des informations sur l'espace. Et on a découvert comme ça l'univers. Nous avons découvert l'univers, alors attention, nous avons découvert l'univers, et en même temps, ça nous pose énormément de questions, parce que tout ce qu'on découvre, tout ce qu'on comprend, conduit à des nouvelles questions, et ça c'est un processus sans fin, et c'est un processus très important, c'est celui de la recherche. La recherche scientifique. La recherche scientifique, il faut d'abord avoir des connaissances, savoir là où on en est arrivé, et savoir aussi qu'on n'a pas tout compris, qu'il y a d'autres questions qui se posent, et qu'on doit aller encore plus loin. On n'est pas toujours prêt à comprendre ça, on n'est pas toujours prêt à avoir les bonnes responsabilités par rapport à ça. Donc, il faut s'y faire. On est face à cette situation. Et c'est ça que veut dire le titre, l'homme face à l'univers. Alors, je vais dédier cette conférence à André Turca. Notre présidente Anne-Marie Mingui vous en a dit un mot. Pourquoi je dis ça à André Turca? André Turca est le fondateur de l'Académie de l'air et de l'espace, premier pilote de Concorde. Et donc, j'ai assez bien connu, enfin, à une certaine époque, André Turca. Il était passionné par toutes ces connaissances qu'on pouvait avoir de l'univers à partir des instruments qu'on envoie dans l'espace. Donc je pense qu'il aurait été bien intéressé à pouvoir faire le point sur les connaissances actuelles. Donc c'est pour ça que j'ai pensé à lui pour cette conférence. Jusqu'à la fin du 19e siècle, les hommes sur la Terre, les hommes et les femmes bien sûr, sur la Terre se déplaçaient à pied ou à cheval. À pied ou à cheval ou avec des charrettes tirées par des chevaux. Au début du 19e siècle, il y a eu la locomotive à vapeur, il y a eu les premiers trains, mais à part ça, les voitures c'était des voitures à cheval. Et à la fin du 19e siècle, les Parisiens étaient effrayés parce qu'il y avait des embouteillages et ils commençaient à avoir peur d'avoir des problèmes de pratique de ramassage du crottin de cheval et ils pensaient qu'il y aurait vraiment des problèmes dans l'avenir. Et puis est arrivé le moteur à explosion, donc ça doit être dans les années 1880 quelque chose, 84 peut-être, 86, et immédiatement après, les premiers avions. Donc les premiers avions, avion c'est un terme qui a été inventé par Clément Ader,
Et donc, vous avez à gauche là-bas le troisième prototype d'avion de Clément Ader. En bas, vous avez le flyer des frères Wright. Ça, c'était donc vers 1900. On quittait le sol de quelques mètres seulement. Hein. C'était vraiment le début d'aller au-dessus du sol. Et on regardait les traces par terre. Et on disait que les traces des roues. Et si pendant un petit instant, là, il n'y avait plus de traces de roues, on disait « Ah ben, il a volé ». Voilà. Et ça, c'était 1900. Maintenant, voilà une image qui date de la semaine dernière. Ça date du 30 janvier. C'est une image prise avec un petit instrument de la pleine lune et avec la Station spatiale internationale sur le fond de pleine lune. Alors, quand on voit le saut, et on s'aperçoit à quel point c'est allé vite. Il s'est passé moins d'un siècle entre les premiers avions et les premiers hommes sur la Lune. C'est assez fabuleux, hein, ce qui s'est passé au siècle dernier. Alors, la Station spatiale internationale, elle est à un peu plus de 408 km au-dessus du sol. C'est pas beaucoup, 408 km. La Lune, elle est à presque, pas tout à fait, 400 000 km. La Lune est 1000 fois plus loin que la Station internationale. Mais le fait d'aller dans l'espace, à 400 km au-dessus du sol, ça je vais vous en parler un petit peu plus, c'est extrêmement important, et pour beaucoup de raisons, mais on est au-delà, au-dessus, à la limite de l'atmosphère terrestre. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les observations et tout ce qu'on peut en déduire. Alors évidemment, on est allé sur la Lune, on va y retourner. On est sur Mars maintenant, ce n'est pas des hommes qui sont sur Mars, mais ce sont des robots. Mais des robots, des rovers qui nous envoient des informations sur le sol, des informations très précieuses sur le sol de la planète Mars. La caméra du rover là-haut, qu'on voit au-dessus, a été montée, fabriquée ici, à Toulouse. Et puis ça, c'est pour ceux d'entre vous qui sont allés visiter l'Irak, vous avez vu ça en grand. Moi, j'aime beaucoup cette image qui est une vraie image du sol de la planète Mars sur laquelle le rover a laissé des traces de pneus. Et quand on pense que ça, bon, je ne vais pas insister, mais enfin, c'est quand même, quand on pense que ça, c'est arrivé si peu de temps après les premiers essais d'avion, c'est vraiment fascinant. Alors, le fait d'aller dans l'espace par rapport à la connaissance, l'homme par rapport à l'univers, je dirais il y a trois aspects. Le premier aspect, c'est que les sondes spatiales nous regardent. Les sondes spatiales, enfin des sondes spatiales, peuvent étudier la Terre, d'ailleurs d'étudier la Terre en détail, c'est tout ce qu'on appelle la télédétection, et puis aussi nous montrer l'image de la Terre vue de loin. Et ça, c'est très impressionnant, parce que vous savez la difficulté qu'il a fallu aux êtres humains pour accepter l'idée que la Terre était une planète dans l'espace. Et en fait, les gens, les savants, les scientifiques ont fini par découvrir ça, par comprendre ça, rien que par l'observation des autres objets célestes, et puis par la pensée. C'était une déduction théorique. Et maintenant, on le voit. Donc c'est vraiment une preuve extraordinaire. Et c'est souvent comme ça, on fait des prédictions théoriques et ensuite on a les observations. Bon, il y a aussi le cas inverse où on observe des objets, des situations qu'on a du mal à expliquer, qu'il faut expliquer. Donc il y a les deux aspects, il y a toujours les deux aspects. Donc regardez la Terre de loin, voir la Terre comme une planète, allez voir les autres planètes du système solaire de près, et puis le fait, comme je vous disais tout à l'heure, d'avoir des instruments à la limite, au-delà de l'atmosphère terrestre, permet d'observer le ciel dans tous les rayonnements qui n'arrivent pas jusqu'au sol. Donc voilà les trois aspects importants du fait d'aller dans l'espace pour mieux comprendre l'univers et mieux comprendre la situation de l'homme par rapport à l'univers. Donc ici c'est une image, vous voyez, de la Lune et de la Terre. Ça c'est un satellite chinois, Chang'e 5. Je crois qu'elle date de 2 ans, cette image. Donc une sonde chinoise qui est allée tourner autour de la Lune sans s'y poser et qui a pris cette image où la Lune est vue de près et la Terre dans le lointain.
Et puis là, c'est une des images de la mission Cassini, qui maintenant n'existe plus, elle est tombée volontairement à l'intérieur de Saturne, on l'a suicidée. Après de nombreuses années de bon travail par rapport à l'étude de la planète Saturne, des satellites, des anneaux. Et ça, c'est une image donc, prise par Cassini près de Saturne avec les anneaux. Et le petit point brillant qui est au bout de la flèche, c'est la Terre. Donc ça, c'est quelque chose qui est vraiment récent de pouvoir voir par, évidemment, caméra interposée, robot interposé, mais de pouvoir voir la planète Terre depuis le ciel de Saturne, de la même façon qu'on voit la planète Saturne depuis notre ciel à nous. Et quand on pense à l'homme, l'être humain face à l'univers, bon, d'une part, prendre conscience qu'on est là depuis peu, sur cette Terre, et ensuite prendre conscience qu'on est sur cette petite boule-là. Cette petite boule-là, et qui est une planète extraordinaire, parce que on est allé étudier, donc je ne vais pas entrer dans les détails, parce qu'il me faudrait plusieurs heures, mais on est allé étudier de près de nombreuses planètes du système solaire. Pour l'instant, on ne découvre aucune vie sur ces planètes. Donc on est là sur une petite planète comme les autres, qui tourne autour du Soleil comme les autres, sauf qu'il y a la vie dessus. Et ça, c'est vraiment extraordinaire, et c'est un des questionnements extraordinaires de notre époque. Comment se fait-il que la vie soit venue sur la Terre? Qu'est-ce que la vie? Je vous en reparlerai tout à l'heure. Et pourquoi y a-t-il que sur la Terre pour l'instant? Alors, je vous parlerai aussi tout à l'heure de la possibilité de vie sur d'autres planètes à l'extérieur, mais dans notre système solaire, pour l'instant, il n'y a pas d'évidence de vie. Alors là, vous voyez un instrument qui est tout à fait particulier, très important pour nous, les astronomes. C'est le télescope spatial Hubble. Alors, avec un pointeur, ça irait mieux, mais le télescope Hubble est la partie verticale que vous voyez là, et il est en train d'être, revu, de réparé, par un astronaute qui s'appelle Michael Good, lui. Mais il y a eu plusieurs missions de réparation ou d'entretien du télescope Hubble. Et la partie horizontale que vous voyez là, avec le grand bras, c'est une navette américaine qui s'appelle Atlantis, celle-là. Et on peut faire un petit quiz, c'est amusant, et chercher l'astronaute. Alors, je suppose que vous le voyez, l'astronaute. En fait, il est au bout du bras, il est en train de travailler sur Hubble et on voit que ses pieds. C'est comme s'il était à plat ventre, là. Il est là dans l'espace, en train de réparer le télescope spatial. Et là, vous voyez évidemment la Terre. Donc là, vous voyez que le télescope, il est lui aussi pas très loin, en altitude. Aussi de l'ordre de 400-450 km au-dessus du sol, ce qui n'est pas grand-chose, mais qui est très important. Et puis vous voyez une partie de la Terre, la partie jour, la limite entre la partie jour et la partie nuit, ce qu'on appelle le terminateur sur la Lune. Ben là, c'est le terminateur terrestre. Et puis vous voyez aussi un petit peu du bleu, et le bleu, c'est l'atmosphère, cette fameuse atmosphère terrestre, qui est en fait très fine. Alors ça, c'est quelque chose qu'on a aussi du mal à bien comprendre, bien sentir. C'est que l'atmosphère terrestre, elle ne fait pas plus que le 10e du rayon terrestre, à peu près justement 400 km, quelques centaines de kilomètres. C'est rien, c'est vraiment rien. C'est rien, mais c'est tout. Parce que s'il n'y avait pas cette atmosphère terrestre, eh bien nous ne serions pas là. Cette atmosphère terrestre a permis l'établissement de la vie et permet que nous puissions exister parce qu'elle arrête les rayonnements nocifs qui viennent de l'espace. En fait, elle arrête presque tous les rayonnements qui viennent de l'espace. Et c'est quelque chose d'extraordinaire, ça fait partie aussi des questionnements quand on veut essayer de tout comprendre par rapport à l'homme sur la Terre face à l'univers, c'est que tout ça s'est organisé petit à petit. L'atmosphère primitive de la Terre, c'était pas ça. Alors il y a eu un dégazage des volcans, et puis il y a eu le vivant, les premiers vivants, les premières bactéries, les premiers êtres vivants dans la mer, et puis après les plantes, et ça a fabriqué l'oxygène et aussi l'ozone de la haute atmosphère, très important parce que c'est l'ozone de la haute atmosphère qui arrête
les rayonnements les plus nocifs. Et il fallait ça pour que l'atmosphère terrestre devienne un bouclier, pour que la vie puisse se développer. Et ça, c'est une atmosphère extrêmement, extrêmement fine. Alors, je vous en parle un petit peu plus, parce que c'est important pour l'histoire des découvertes. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle le spectre, le rayonnement électromagnétique, c'est-à-dire ça correspond à la lumière, mais la lumière qui est visible à l'œil, c'est très très peu de choses par rapport à l'ensemble du rayonnement électromagnétique. C'est uniquement la petite partie qui ressemble à l'arc-en-ciel, là-haut, du rouge au violet. Ça, c'est ce que l'œil humain est capable de voir. Mais au-delà du rouge, vous avez l'infrarouge, ensuite les micro-ondes, ensuite les ondes radio, et puis au-delà du violet, vous avez l'ultraviolet, les rayons X et les rayons gamma. Tout ça, c'est la même chose que la lumière, sauf que les longueurs d'onde sont différentes, et l'œil n'est sensible qu'aux longueurs d'onde du rayonnement qu'on appelle visible. Et le schéma en bas, eh bien, ça représente la manière dont l'atmosphère terrestre arrête les rayonnements qui viennent du ciel. Alors la partie noire, ça veut dire que donc c'est opaque au rayonnement. Par exemple, si vous voulez observer le ciel dans les rayons ultraviolets, alors bon, il y a quelques rayons ultraviolets qui passent, mais pas beaucoup, mais dans la majorité des rayons ultraviolets, il faut aller, là vous regardez l'échelle de gauche, verticale, c'est en kilomètres. Donc il faut aller au-dessus de 130 km, au-dessus du sol, pour commencer à capter les ultraviolets qui viennent du ciel. Donc, il faut aller dans l'espace, il faut aller en satellite pour pouvoir voir le ciel en ultraviolet. En infrarouge, c'est moins haut, donc il faut aller au-delà de 50 km. On peut aller en ballon stratosphérique, mais aussi en satellite. Donc, vous voyez que le fait de pouvoir envoyer des satellites dans l'espace pour observer le ciel, eh bien, ça nous donne, et il n'y a pas besoin qu'il soit très très haut, quelques centaines de kilomètres, ça va, ça peut nous donner et ça nous donne des informations sur le ciel, l'espace, l'univers, dans toutes ces longueurs d'onde qui n'arrivent pas jusque sur la Terre. Et ça nous a donné, pour la recherche, pour la compréhension de l'univers, un monceau d'informations énorme. C'est vraiment énorme pour mieux comprendre l'univers dans lequel nous vivons. Alors, avant de quitter ce diagramme, je voudrais faire une petite remarque qui est une remarque très importante en fait. Vous voyez là-haut le rayonnement visible du rouge au violet. Vous avez les longueurs d'onde, hein, vous voyez un micromètre, un nanomètre, tout ça. Là-haut. En bas, vous voyez au niveau 0 les rayonnements qui arrivent jusqu'au sol. Et vous voyez que les rayonnements visibles, j'ai l'air de vous dire un truc, une lapalissade, mais c'est quand même, vous allez voir, c'est pas du tout évident. Vous voyez que les rayonnements visibles, eh bien, ils arrivent au sol. Et vous voyez que de chaque côté du rayonnement visible, ben, il y a des absorbants de l'atmosphère terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que nous avons des yeux, puisque le rayonnement visible, c'est par définition la lumière, les rayonnements que nos yeux sont capables de voir. Nous avons des yeux qui sont capables de voir les rayonnements qui traversent l'atmosphère terrestre. C'est pas évident. Par exemple, si on voyait, il y a des fourmis, je crois, il y a des animaux qui voient dans l'infrarouge. Si on voyait dans l'infrarouge, on pourrait se voir les uns les autres, mais on ne verrait pas le ciel, on ne verrait pas les étoiles. Donc, nous avons des yeux qui sont capables de voir le ciel, et c'est pas tout. C'est que au milieu du spectre, c'est-à-dire de l'arc-en-ciel, enfin le rayonnement de l'arc-en-ciel, c'est le maximum de l'énergie solaire. C'est aussi le maximum de l'énergie de beaucoup d'étoiles. Bon, il y a des étoiles plus bleues, il y a des étoiles plus rouges, mais les étoiles rayonnent dans le rayonnement visible. Donc, en fait, c'est aussi la possibilité, le fait que l'atmosphère laisse passer ces rayonnements-là, ça veut dire que l'atmosphère laisse passer le maximum d'énergie solaire. Vous voyez, on a le maximum d'énergie solaire, on a des yeux capables pour le voir, et l'atmosphère le laisse passer. Voilà. Donc ça, on peut penser que c'est un résultat de l'évolution, mais c'est quand même assez fascinant. Et c'est aussi, pour terminer sur le sujet, c'est aussi la raison de l'effet de serre, puisque le rayonnement solaire arrive sur le sol, bon, c'est un peu plus compliqué que ça, hein, mais le rayonnement solaire arrive vers le sol avec une importante énergie. La Terre en absorbe,
en réémet un peu et en réémet beaucoup en infrarouge, et pour l'infrarouge, ça ne ressort pas. Donc ça fait cet équilibre d'augmentation de la température sur la Terre à cause de l'effet de serre. Donc voilà, c'est assez fascinant cet équilibre. Quand on étudie l'évolution de la Terre depuis le début et la vie, ça entre en ligne de compte, même si on ne sait pas répondre à cette question. Alors maintenant, quand on regarde le ciel, donc la nuit, alors le ciel, dans la journée, évidemment, le ciel, il est bleu parce que la lumière solaire éclaire les molécules, les poussières de l'air, donc ça diffuse et on voit surtout le bleu. La nuit, le ciel est noir ou à peu près noir, sauf que, encore une fois, on ne voit que dans une fenêtre lumineuse, qui est la fenêtre visible. Donc on voit des étoiles. Cette image-là vous montre simplement beaucoup d'étoiles. Vous avez une petite tache là bleue. En fait, c'est une comète qui passait par là. Il y en a beaucoup des comètes qui passent, pas forcément des comètes spectaculaires. Alors, on a découvert beaucoup de choses. Donc, je vais commencer maintenant par vous parler des étoiles, et puis on va parler des galaxies. On va parler un petit peu de l'ensemble de tout ce qui a été découvert. Les étoiles, deux choses importantes ont été découvertes très récemment. Une des choses, et elles sont reliées. L'une des choses, c'est que les étoiles, beaucoup d'étoiles, le Soleil lui-même, ont des vibrations. C'est-à-dire ce sont des grosses boules de gaz qui sont le siège d'ondes dans le gaz qui font vibrer cette étoile. Donc là, vous avez un schéma, qui est un schéma du Soleil. Donc une grosse boule de gaz qui fait 700 000 km de rayon, avec des réactions nucléaires au centre, fusion nucléaire d'hydrogène en hélium. Cette énergie est transférée très lentement vers la surface. Vous avez, dans les régions extérieures de la convection, vous avez du champ magnétique, c'est très compliqué le Soleil, vous avez des éjections de matière, vous avez des taches solaires qui sont liées au champ magnétique. Et puis en plus, c'est bien ça, c'est quelque chose qui a été découvert en 1968, compris 10 ans plus tard, et qui est énormément étudié. En plus des ondes, donc ce qui est marqué P et G. Donc P, ce sont des ondes de pression, des ondes sonores. Donc des ondes sonores qui se propagent à l'intérieur du Soleil, qui n'en sortent pas, parce qu'à l'extérieur c'est le vide, mais qui restent piégées, qu'on peut observer. Et puis il y a d'autres types d'ondes aussi. Ça, c'est quelque chose d'extrêmement important pour les astrophysiciens, parce que ça permet de sonder l'intérieur des étoiles. On comprend maintenant, beaucoup mieux qu'avant, ce que sont les étoiles. Et la deuxième observation, qui est beaucoup plus intéressante pour le grand public, c'est la découverte de planètes. Et en fait, ça va ensemble, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je n'ai pas le temps, mais ça va ensemble parce que c'est découvert avec les mêmes instruments. Donc la découverte de planètes autour d'étoiles, c'est-à-dire qu'il y a des planètes, le système solaire n'est pas unique, il y a des planètes autour de une grande partie des étoiles du ciel. En fait, on pense maintenant qu'il y a, quand vous regardez les étoiles la nuit, il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles, ce qui ne veut pas dire qu'il y a une planète pour chaque étoile. Il y a des étoiles qui n'ont pas de planète, et il y a des étoiles qui ont des systèmes planétaires, mais en gros, globalement, ça fait à peu près la même chose. C'est quelque chose d'assez impressionnant. Alors, pour vous montrer comment on fait pour découvrir les planètes, il y a beaucoup de méthodes différentes. Ça, c'est les deux plus importantes. La méthode de transit, c'est-à-dire quand une planète passe devant une étoile, en fait, c'est tout simplement, vous observez le rayonnement de l'étoile, et puis ça diminue et ça repart. Donc là, on étudie ça en grand détail. Et puis la deuxième méthode, c'est que si vous avez une planète qui tourne autour d'une étoile, en fait l'étoile bouge aussi un petit peu à cause de la présence de la planète. Et on peut voir ce mouvement de l'étoile par une technique qu'on appelle l'effet Doppler, c'est-à-dire l'étoile s'éloigne, se rapproche, et on voit ça dans le rayonnement de l'étoile qu'on reçoit. Quand l'étoile s'éloigne, ça devient plus rouge, quand elle se rapproche, ça devient plus bleu. Donc c'est pour dire que, sauf exception, il y a peut-être une dizaine d'exceptions, pour lesquelles on voit par imagerie directe une planète à côté d'une étoile, mais d'une manière générale, on sait qu'il y a des planètes, on sait qu'il y a des systèmes planétaires, mais on les a tous découverts d'une manière indirecte, en étudiant le rayonnement de l'étoile. Donc voilà deux choses très importantes. Les vibrations d'étoiles, pour l'humanité, c'est moins important. Le fait qu'il y ait des planètes autour de beaucoup d'étoiles du ciel, ça, c'est quelque chose extrêmement important par rapport à la place de l'homme dans l'univers. Parce que, évidemment,
des planètes ailleurs, on va se poser la question de la vie ailleurs, et c'est un sujet en plein essor. Alors si ça vous intéresse, vous allez sur un site qui s'appelle exoplanets.eu, qui vous donne en temps réel le nombre de planètes qui ont été détectées, leurs caractéristiques, vous pouvez même faire des diagrammes si vous voulez, tout ça. Alors, je suis allé, vous voyez, le 5 mai 2017, le 14 septembre, le 5 janvier, c'était il y a 3 jours. Donc, vous voyez, ça évolue, le nombre de planètes. Alors, vous allez me dire, c'est pas le nombre que vous nous avez dit tout à l'heure, mais il faut bien comprendre qu'on observe une petite région du ciel. Et on cherche les planètes autour d'étoiles dans une petite région du ciel. Et on fait une statistique par rapport aux étoiles qu'on observe et au pourcentage de ces étoiles qui ont des planètes. C'est comme ça qu'on peut dire qu'il y a à peu près autant de planètes que d'étoiles dans le ciel. Petit exemple que j'aime bien donner parce que j'ai été associé, c'est un système planétaire, Muara, autour d'une étoile, une étoile qui s'appelle Muara, qui est qu'on observe dans l'hémisphère sud. Et là, vous avez superposé en violet le système planétaire de Muara et puis en blanc le système solaire. Et vous voyez qu'il y a des planètes autour de Muara qui sont, enfin une qui est proche de l'orbite de la Terre, une qui est proche de l'orbite de Mars, une qui est proche de l'orbite de Jupiter, et puis une qui est tout près de son étoile. J'ai eu la chance, pour une fois je le dis, j'ai eu la chance de faire partie des gens qui l'ont découverte, cette planète. En fait, sans avoir cherché. On cherchait autre chose, on cherchait à étudier justement les vibrations de l'étoile centrale Muara, et on a découvert une planète. À l'époque, c'était en 2004, c'était la première super-Terre, 14 masses terrestres qui étaient découvertes. Maintenant, il y en a énormément, on en connaît énormément. Donc voilà à quoi peut ressembler un système planétaire extrasolaire. Très rapidement, des instruments, parce que pour découvrir tout ça, donc quelques instruments, SOHO qui a été monté ici, je crois que c'était Matra à l'époque, puis Astrium, et puis maintenant c'est... Hein? C'était déjà Astrium autant de SOHO? Non, c'était Matra autant de SOHO, hein. Voilà, ça c'est un instrument pour observer le Soleil, qui a avec c'est pas un instrument, c'est un satellite pour observer le Soleil, avec 12 instruments à bord. Et parmi les 12 instruments, il y en a qui font des choses très différentes. Il y en a 2 qui étudient les vibrations du Soleil, les oscillations. En bas à gauche, c'est Gaïa. Alors Gaïa, c'est pareil, mais c'était devenu Astrium, c'était plus Matra. Donc voilà, en haut, c'est Corot qui a vécu pendant 7 ans, et qui avait comme maître d'œuvre le CNES. Donc c'est pour dire, c'est pas pour faire trop cocorico, mais c'est pour dire quand même que les Français sont bien actifs sur la scène internationale par rapport à tout ça. Et en bas, c'est un satellite américain Kepler, donc qui fait ce genre de recherche. Et ça, c'est il y en a beaucoup, mais quelques projets. Donc un projet américain TESS, Transiting Exoplanets Survey Satellite. Tout ça, c'est pour étudier à la fois les oscillations des étoiles et les planètes, découvrir les planètes. Un satellite de l'Agence spatiale européenne et de la Suisse, KEOPS, et puis un autre qui a plus long terme, Plateau, sur lequel les gens travaillent beaucoup actuellement pour le préparer. Alors avant de quitter le sujet des planètes, je voudrais aller un petit peu plus loin et dire une chose qui, moi, me frappe beaucoup, d'autant plus que j'y suis pour rien, enfin ce sont des collègues qui font ça, c'est que maintenant on commence à être capable de caractériser l'atmosphère d'une planète qu'on ne voit pas. Et ça, je trouve ça assez fabuleux. Ça veut dire que vous observez une étoile, vous observez soit un transit planétaire ou un mouvement, enfin vous pouvez détecter des planètes, vous pouvez à partir de là, enfin là c'est de la technique, mais on peut savoir l'orbite de la planète, on peut avoir une idée de sa masse, de son rayon, on peut savoir beaucoup de choses, et s'il y a plusieurs planètes, on peut détecter plusieurs planètes. Et maintenant, si une planète passe devant son étoile et si cette planète a une atmosphère, on a des moyens de caractériser cette atmosphère. Alors c'est récent, c'est encore, comment dire, c'est pas vraiment au point, c'est très délicat à faire. Mais l'idée est simple. Quand une planète tourne autour d'une étoile, bon, il y a un moment elle passe derrière, un moment elle passe devant. Quand elle passe, la planète, c'est ce qui est à droite. Quand la planète passe devant l'étoile, c'est là qu'on voit le rayonnement de l'étoile qui diminue. Et si au moment où le rayonnement de l'étoile diminue, c'est-à-dire il y a la planète devant,
Si vous observez, alors ça c'est de la technique qu'on appelle spectroscopie, on étudie le rayonnement de l'étoile en fonction de sa longueur d'onde, on est capable de détecter avec ça la composition, les éléments chimiques, la signature des éléments chimiques qui font partie de l'étoile. Et si dans ce rayonnement-là, vous voyez une signature de molécules du genre gaz carbonique, méthane, vapeur d'eau, ozone, ça ne vient pas de l'étoile, ça. L'étoile n'a pas ça. En plus, si vous voyez ça au moment où la planète passe devant, enfin, c'est très clairement, ça ne vient pas de l'étoile. Ça vient de la petite partie du rayonnement de l'étoile qui a traversé l'atmosphère de la planète avant de vous arriver. Eh bien, c'est quelque chose d'extrêmement délicat, mais il y a des gens qui travaillent là-dessus, qui commencent à mettre en évidence justement ces molécules-là, qui sont très importantes quand les gens veulent finalement, à la fin, c'est ça l'idée, essayer de trouver des caractéristiques de la vie. Mais encore faut-il savoir comment la vie transforme l'atmosphère. Donc tout ça, c'est lié aussi à la manière dont la vie est arrivée sur la Terre. Mais l'ozone, par exemple. L'ozone, si on observe l'atmosphère d'autres planètes du système solaire, on ne voit pas d'ozone. L'ozone est caractéristique de la vie. Donc voilà, on en est là. Et puis si la planète passe derrière l'étoile, là c'est autre chose, c'est que du coup, on commence, avant que la planète disparaisse derrière l'étoile, on commence à voir la réflexion du rayonnement de l'étoile par la planète. La planète reçoit le rayonnement de l'étoile et nous en renvoie une partie. Et là aussi, on peut faire des études sur la manière dont le rayonnement est renvoyé. Et là aussi, on peut avoir des informations sur la planète, alors qu'en fait, cette planète, on ne la voit pas. Donc voilà, c'est des choses assez intéressantes pour voir comment se passe la recherche et tout ce qu'on peut faire quand même d'assez étonnant, à partir simplement de l'observation du rayonnement. Alors voilà, les étoiles, les planètes, elles font partie de galaxies, et là je reviens à une image qui nous vient du télescope spatial Hubble, parce que ce télescope spatial Hubble, assez extraordinaire tout ce qu'il nous a apporté comme information, et continue à travailler, de nombreuses années après le moment où on pensait qu'il allait s'arrêter. Et donc là, ce que vous voyez, eh bien, ce ne sont que des galaxies. Donc plus on regarde de loin, plus on voit des galaxies. Donc en fait, des galaxies, chaque galaxie, c'est un ensemble de peut-être 100 milliards d'étoiles. Vous imaginez quand vous voyez ça, que chaque galaxie, c'est à peu près 100 milliards d'étoiles, et qu'il n'y a pas de raison que ce soit différent de ce qu'il y a chez nous, donc peut-être que c'est 100 milliards d'étoiles et 100 milliards de planètes. Je crois que c'est quand même impressionnant, hein, quand on pense à ça. Et puis alors, ces galaxies, on peut étudier beaucoup de choses. On peut, en particulier, on a découvert qu'elles s'éloignaient les unes des autres. On a déduit l'univers est en expansion. L'univers est en expansion, ça veut dire que dans le passé, c'était plus chaud, plus dense. Et là, quand on fait des calculs, eh bien, on tombe sur un début. Donc on arrive à l'idée, l'univers évolue. L'univers n'a pas toujours existé, et il évolue. Et on peut le dater. On peut le dater maintenant très précisément, grâce à d'autres techniques aussi. On le date à 13,8 milliards d'années. Voilà. Donc en fait, on a un âge à l'univers, et il faut, maintenant, ça ouvre toutes sortes de questions. Je vais essayer d'aller vite parce que je pourrais parler trop longtemps sinon. Toutes sortes de questions, à commencer par l'origine, qu'est-ce que ça veut dire ? Et puis l'évolution dans l'univers, comment ça s'est passé depuis ces 13,8 milliards d'années pour en arriver à ce qu'on connaît actuellement. Alors, un premier problème, c'est qu'on a des preuves qu'il y a de la matière dans l'univers qu'on ne voit pas, ce qu'on appelle la matière noire. Des preuves qui sont vraiment des preuves certaines, hein, qui viennent de plusieurs observations différentes à la fois. C'est comme ça qu'on fait en astronomie. Comme on ne peut pas travailler sur les objets, on ne peut pas faire des expériences, on considère qu'on commence à avoir des preuves si on fait des observations et très différentes les unes des autres, indépendantes les unes des autres, et qu'on retombe sur le même résultat. Là, on se dit, il y a quand même quelque chose. Et donc, cette matière noire, une des manières de l'observer, de la mesurer, c'est ce que vous voyez là. Alors, ce que vous voyez là, c'est deux cas différents de deux amas de galaxies. Les galaxies ne sont pas dispersées n'importe comment dans l'univers, elles sont regroupées en amas de galaxies. Et vous remarquez certainement dans les deux cas, hein, ce sont les deux différents, mais on en a beaucoup d'exemples, vous remarquez quelque chose de
étonnant, assez spectaculaire. Ce sont ces régions courbes. Vous avez l'impression qu'il y a des cercles, des portions de cercles qui tournent autour de la partie centrale. Donc là, vous en voyez des portions de cercles. Là-bas, vous en voyez aussi. Qu'est-ce que c'est que ces cercles? Eh bien, en fait, ce sont des images déformées d'autres galaxies qui sont beaucoup plus loin que ça. Et ça, c'est ce qu'on appelle le mirage gravitationnel ou l'antigravitationnel ou encore anneau d'Einstein. C'est un phénomène qui se produit parce que les rayons lumineux sont courbés par la matière. Donc vous avez une galaxie lointaine, là. Vous supposez que mon micro, c'est une galaxie plus devant. Vous avez une galaxie lointaine qui se trouve derrière. La lumière de cette galaxie, elle est courbée par la matière. Donc elle vous arrive comme ça, et ça fait une distorsion. Et c'est cette distorsion qui produit toutes ces images allongées et un peu en forme d'arc de cercle. Alors c'est quelque chose qu'on étudie en grand détail, et l'effet de distorsion dépend de la matière. Hein. Plus il y a de matière, plus l'effet de distorsion est important. Donc à partir de tous ces arcs, ces mini-arcs, on peut en déduire la cartographie. On peut cartographier la matière qui se trouve là, la matière qui fait cet effet sur la lumière. Et on trouve qu'il y a beaucoup plus, il faut qu'il y ait beaucoup plus de matière que celle qu'on voit pour expliquer ça. Donc ça, c'est un des exemples, et ça, c'est intéressant parce que ça conduit à une étude extrêmement précise de cette matière noire qui doit se trouver en même temps que la matière visible dans les amas de galaxies. Alors il y a ça, il y a aussi quelque chose qu'on appelle l'énergie sombre, c'est tout à fait différent. Ça, c'est parce que les astronomes ont découvert il y a quelques années que cette expansion de l'univers, on pensait qu'elle était en train de se décélérer parce que c'était logique qu'elle se décélère, il y avait comme beaucoup d'énergie au départ et une expansion ensuite qui diminue. Eh bien non, l'expansion elle est en train de s'accélérer, au contraire, elle ne se décélère pas. Et ça pose beaucoup de problèmes de compréhension, et donc il y a des tas de théories. Il faut qu'il y ait une certaine sorte d'énergie qui est différente de ce qu'on connaît, qui conduit à cette accélération. Donc il y a beaucoup d'études là-dessus. En ce qui concerne la matière noire, on en a l'évidence, on sait qu'elle est là, mais on ne sait pas ce que c'est. On n'a absolument aucune idée. Enfin, ici, je ne devrais pas dire qu'il n'y a aucune idée, il y a beaucoup d'idées. Mais les idées ne marchent pas, il n'y en a pas une qui soit vraiment certaine. Donc en fait, on a la preuve qu'elle existe, on ne sait pas ce que c'est. Et quand on fait un bilan, eh bien, on s'aperçoit que la matière qu'on connaît, donc celle dont je vous parle, tout ça, celle que je vous montre, la nôtre, tout ça, ce n'est que 5% de toute la matière et l'énergie qui nous entoure. Ça aussi, c'est assez impressionnant. On peut étudier ça, on peut étudier l'évolution de l'univers, c'est ce dont je vais vous parler maintenant pour terminer, mais il faut quand même avoir en tête qu'on parle là-dedans que de 5% de ce qui existe, et le reste, on ne sait pas ce que c'est. Donc, il y a des gens qui travaillent là-dessus, attention, et là, je suis contente, en fait, qu'il y a plein de jeunes ici dans l'amphithéâtre, là dans l'auditorium, parce que les choses vont vite, il faut qu'il y ait des gens qui travaillent là-dessus, il faut qu'il y ait des gens qui s'y intéressent. Il y a des questions, il y a beaucoup de travaux à faire dessus. Il y a des questions de technologie, bien sûr. Au départ, technologie pour faire des expériences. Il y a des questions théoriques, il y a des questions de physique, il y a des questions de physique des particules. Il y a beaucoup de choses. Et ça va aussi avec la physique de l'infiniment petit, hein, la physique des particules élémentaires. Alors, en plus de ces problèmes de matière noire, eh bien, on sait qu'il y a des trous noirs, par exemple. Ça défraye beaucoup la chronique, les trous noirs. Donc là, vous avez une simulation, un dessin, hein, fait par un collègue de l'Institut d'astrophysique à Paris, de ce que peut être la déformation de l'environnement d'un trou noir au centre d'une galaxie. Donc vous voyez cette trace. Les traces, là, c'est le disque galactique qui est déformé par le trou noir. Ici, c'est ce qu'on appelle un trou noir, un noyau actif de galaxie. Alors, c'est un trou noir au centre, il y a de la matière qui tombe dans le trou noir, et ça fait beaucoup d'énergie. Et la matière qui tombe dans le trou noir, en fait, elle ne tombe pas toute dans le trou noir. Il y en a une partie qui rebondit et qui fait ces jets, là, des jets perpendiculaires au disque. Et quand le jet est dirigé vers nous, on appelle ça un blazar.
mais c'est quelque chose de général. Donc en fait, il y a un trou noir au centre, un méga trou noir au centre de chaque galaxie. Donc au centre de la nôtre, il y a un trou noir qui fait quelques millions de fois la masse du Soleil, et dans d'autres galaxies, il peut y avoir des trous noirs encore plus grands. Et comme il peut y avoir aussi des trous noirs qui viennent de fin d'évolution stellaire, toutes sortes de choses, ça fait des événements très étranges. Ça fait des événements qu'on appelle à haute énergie, en particulier ce qu'on appelle des sursauts gamma. On voit des sources de rayonnement gamma qui durent pas longtemps dans le ciel. Il y a beaucoup de choses dans cet univers qui nous étonnent. Alors, des collisions de galaxies, donc voilà ce que ça peut être, des collisions de galaxies. Les collisions de galaxies, c'est les galaxies qui rentrent l'une dans l'autre. C'est quelque chose d'assez fréquent. Hein. Elles sont proches. Ça ne veut pas dire que l'univers n'est pas en expansion. L'univers est en expansion. Mais à cause de l'effet gravitationnel d'une galaxie sur une autre, elles entrent en collision. Et alors là, ce n'est pas un scoop, parce que c'est sûr, c'est connu. Nous avons une galaxie sœur, qui est la galaxie d'Andromède. Et cette galaxie d'Andromède, qui est maintenant, alors tout de suite, je ne vais pas me rappeler exactement la distance, qui est assez loin de nous, eh bien, elle se rapproche de nous. Et là, les gens ont calculé que la galaxie d'Andromède allait entrer en collision avec notre Voie lactée dans 4 milliards d'années. 4 milliards d'années, ça peut paraître beaucoup, mais la fin programmée du Soleil, c'est dans 5 milliards d'années. Hein. Donc c'est le même genre de choses. Alors voilà des simulations. Voilà la galaxie d'Andromède. Voilà des simulations de ce que ça peut se passer dans un peu moins de 4 milliards d'années, là. Et puis, donc ça va se mélanger, ça va faire une seule galaxie elliptique, probablement. Donc vous voyez, ça c'est des phénomènes violents. Alors les gens pensent que les étoiles n'en vont pas en souffrir. Le Soleil peut continuer son existence, et les planètes aussi, parce qu'une galaxie, c'est quand même très vide. Hein. Il y a des étoiles, mais il y a beaucoup de vide. Enfin, voilà le genre de choses auxquelles les gens pensent. Et alors, des instruments, donc là, vous avez le satellite Planck qui nous a apporté énormément, qui continue, sur l'observation de l'univers primordial, qui a montré ce que vous avez en bas, qui est la première lumière du Big Bang, la première lumière qui a été émise par le Big Bang et qu'on observe maintenant. Et puis, à l'autre bout de l'échelle, vous avez l'infiniment, enfin pas l'infiniment, mais le très petit, l'étude des particules élémentaires. Et ça se rejoint parce que dans les premiers instants de l'univers, la matière était dans des conditions extrêmes et on retrouve des particules élémentaires qu'on peut obtenir dans des grands accélérateurs comme celui-ci, qui est le LHC à Genève, qui fait 27 km de circonférence à je ne sais plus combien de centaines de mètres sous la Terre. Et voilà, c'est un tuyau qui accélère des particules et quelquefois les fait rencontrer, enfin accélère des particules dans deux directions différentes, quelquefois les fait se rencontrer et essaie de simuler des situations qui pouvaient être dans l'univers primordial. Alors je ne peux pas ne pas parler de la détection des ondes gravitationnelles, qui est un phénomène assez récent qui a valu le prix Nobel à des Américains, mais il y a des Français aussi très impliqués qui ont loupé le prix Nobel malheureusement, mais qui sont impliqués pareil. Et il y avait déjà eu un prix Nobel dans le passé d'ailleurs, hein, en 1993 je crois, mais c'était pas de la détection d'ondes gravitationnelles, c'était indirect, mais une idée qui n'était pas de la ondes gravitationnelles. Qu'est-ce que c'est ? Eh bien, ces ondes gravitationnelles, ce sont des ondes, c'est rien à voir avec la lumière. Ce sont des ondes qui se produisent quand il y a un gros, une fusion de trous noirs, par exemple, ou un gros événement qui concerne des masses qui se rencontrent. Et ça, c'est quelque chose qui avait été prédit par Einstein, entre autres. Et donc là, vous avez les deux instruments actuels. Il y en a aussi un au Japon, hein, qui est en train, je crois qu'il n'est pas encore au point, mais il va l'être. Vous avez, ici, c'est l'européen, là-haut c'est l'américain, LIGO. Vous avez deux bras à 90 degrés, là. Pour Virgo, ça fait 3 km. Vous avez là-dedans un faisceau laser. Et s'il y a un événement qui fait des ondes gravitationnelles, ça fait un petit peu vibrer le rayonnement laser. Donc c'est comme ça qu'on détecte ces ondes gravitationnelles. Et ici ça fait 3 km, si vous imaginez que vous le multipliez par 100 000 pour faire
comme si c'était la distance de la Terre à la Lune, eh bien ce qu'on mesure, les petites variations, c'est par rapport à une distance Terre-Lune, c'est de l'épaisseur d'un cheveu. Voilà ce que les gens sont en train de faire actuellement, la détection des ondes gravitationnelles. C'est extrêmement important pour l'avenir des observations dans l'univers, parce que ce sont des ondes qui n'ont rien... Jusqu'à présent, tout ce qu'on sait du ciel, sauf quand on est allé sur une des planètes, mais tout ce qu'on sait du ciel, ça vient de l'étude de la lumière. Tout. Alors, de l'étude de la lumière analysée de manière toutes sortes de manières différentes. Là, les ondes gravitationnelles, c'est autre chose. Donc, en fait, pour la première fois, on a un autre moyen, mais ça commence seulement, d'observer l'univers et d'essayer de mieux comprendre. Des télescopes là, qui sont en projet. Bon, je ne vais pas tout parler de tout, mais ça, c'est le James Webb Space Telescope qui va remplacer le Hubble dans quelques années. C'est assez amusant. Moi, je trouve que ça ressemble à une sorcière, vous savez, une sorcière sur un tapis volant, là. En fait, le télescope, c'est la mosaïque, là, la mosaïque jaune, et il va être placé sur comment on appelle ça, c'est un tissu, si vous voulez, un écran, voilà, excusez-moi, j'ai cherché le mot en français, shield, un écran fait de plusieurs épaisseurs, d'un tissu tout à fait particulier, pour éviter le rayonnement solaire, pour qu'il puisse rester bien froid. Froid, ça veut dire 40 degrés au-dessus du zéro absolu. Et puis là, vous avez le projet LISA, qui est un projet de 3 satellites. Donc, c'est ces 3 satellites-là qui tourneront autour du Soleil, très synchrones, et qui vont faire le même travail que LISA et que LIGO et Virgo, c'est-à-dire rester complètement stable, complètement précis et mesurer des ondes gravitationnelles. Donc, vous voyez, il y a vraiment des projets assez extraordinaire. Je vais passer ça parce que voilà. Alors, donc l'univers a 13 milliards d'années. Il s'est passé beaucoup de choses qui concernent les conditions extrêmes dans ses tout débuts. Le terme même de dire que l'univers a eu un début, là c'est au point de vue philosophique, linguistique aussi. C'est assez intéressant parce que, en fait, on n'a pas les mots pour le dire. On ne sait pas comment dire. Ça, c'est un problème par rapport à la communication scientifique. C'est que souvent, on est obligé de dire des choses avec un langage qui n'est pas tout à fait ça. Il faut savoir que ce n'est pas tout à fait ça, mais si on le prend à la lettre, on part dans des idées qui ne sont pas correctes. Et ce n'est pas évident du tout. Alors là, c'est le cas parce que ce qu'on pense scientifiquement, c'est que au début de l'univers, entre guillemets, c'est aussi le début du temps. Et alors là, se pose une question, mais ça, ce serait une autre conférence, du temps. Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce que le temps? Comment s'écoule le temps? Le temps ne s'écoule pas le même partout. Est-ce qu'on peut définir un temps d'évolution de l'univers? Et qu'est-ce que le début du temps? Puisque quand on parle de début, ça veut dire, en général, dans notre langage, qu'il y a déjà un temps qui s'écoule, qu'il y a un moment où il y a un avant, un après, et il y a un début. Mais là, ce n'est pas un temps qui s'écoule, puisqu'il n'y avait pas de temps. Donc là, c'est vraiment quelque chose de très, très intéressant, aussi d'un point de vue philosophique. Alors, dans des revues de vulgarisation scientifique, souvent, vous voyez, les astronomes découvrent ce qu'il y avait avant le Big Bang. Eh bien là, c'est justement un cas d'utilisation du mot avant, qui n'est pas une bonne utilisation. Voilà, ce que les gens cherchent, c'est un modèle cohérent pour essayer de comprendre ce que signifie l'univers, les débuts de l'univers, mais ce n'est pas vraiment un avant et un après. Mais enfin, ceci étant dit, une fois que l'univers est bien installé, une fois qu'il évolue, là, on peut considérer qu'il y a un temps. On peut considérer qu'il y a un temps qui s'écoule et on peut étudier ce qui se passe au cours du temps. Donc, ce qui se passe au cours du temps, vous avez des tas de choses qui se produisent et puis vous avez les premières galaxies. Donc, voilà, ça, c'est pas une première galaxie, mais c'est un exemple de galaxie. Donc, on a déjà vu tout à l'heure des galaxies. Dans les galaxies, il y a des étoiles. Et puis, il n'y a pas que des étoiles. On le voit très bien, là. On voit qu'il y a de la matière, certaines matières qu'on voit sombres, hein, c'est parce que simplement c'est dense, donc c'est opaque. Certaines matières qu'on voit aussi éclairées, lumineuses.
Donc c'est ce qu'on appelle les nuages interstellaires ou les nébuleuses. Et donc une galaxie, c'est fait de ça, plus toute la matière noire, mais là, pour l'instant, j'en parle plus. Donc dans ce qu'on connaît, donc une galaxie est faite de ça. Et alors là-dedans se forment des étoiles, et se forment des étoiles en permanence. Et les étoiles existent pendant un certain temps. Elles ont de la combustion nucléaire, donc ça leur permet d'exister pendant un certain temps, puis ensuite elles disparaissent. Et pendant que ces étoiles existent, il y a des réactions nucléaires au centre. Donc ces réactions nucléaires donnent de l'énergie et transforment la matière. Donc en fait, à l'intérieur d'une galaxie comme ça, au cours du temps, la matière se transforme à cause des étoiles. La matière devient étoile, l'étoile transforme la matière et rejette ensuite une matière transformée à l'extérieur. Et la transformation de la matière, c'est en fait, à partir d'éléments chimiques les plus simples, l'hydrogène, l'hélium, c'est de fabriquer des éléments plus lourds. Donc les éléments plus lourds, et bien avec toute l'évolution des étoiles, et puis à la fin des étoiles qui explosent, les éléments plus lourds vont jusqu'au bout, tous les éléments qu'on connaît. Et en fait, tous les éléments qu'on a sur Terre actuellement, et là on revient à la matière sur Terre et jusqu'à la vie, à ce qu'il y a dans nos corps, tous les éléments dont nous sommes faits ont été fabriqués par des étoiles avant la formation du système solaire. Donc il faut savoir que sur Terre, les choses se transforment. Je vois que le temps tourne là. Il faut que j'arrive au bout. Donc la matière se transforme, mais les éléments de base, les atomes, les noyaux d'atomes qui sont là, qui nous constituent, qui sont là autour de nous, ont été fabriqués dans des étoiles avant la naissance du Soleil et de la Terre. Alors j'en parle rapidement. Voilà ça par exemple ce qui se passe dans la matière interstellaire, la matière entre les étoiles. Donc ça c'est en fait dans le Grand Nuage de Magellan, mais peu importe. Ça c'est très connu, la nébuleuse d'Orion. La nébuleuse d'Orion, qui se trouve dans la constellation d'Orion, qu'on voit très bien en ce moment. Et cette nébuleuse d'Orion fait partie des nébuleuses qui sont en train de donner naissance à des étoiles. Donc il y a beaucoup d'étoiles qui se forment actuellement dans la nébuleuse d'Orion et ça ressemble à ça. Donc ça fait déjà pas mal d'années, mais c'est une naissance d'étoiles dans la nébuleuse d'Orion. Donc là, vous voyez comment ça se passe. Vous avez un espèce de disque sombre. Sombre parce que ça nous cache la lumière de la nébuleuse, et au centre du disque, vous avez un renflement rouge. Alors ça, c'est une image qui est prise en infrarouge. Voilà un exemple où on n'aurait jamais pu voir ça si on n'avait pas envoyé des instruments dans l'espace. Ça, c'est un télescope américain qui s'appelle Spitzer, qui observe en infrarouge. Et bien là, vous découvrez que les étoiles, la plupart des étoiles, beaucoup d'étoiles en tout cas, se forment avec un disque autour. Ça, c'est quelque chose de naturel. C'est à cause de la rotation, tout ça se passe dans un milieu qui tourne, il y a de la centrifuge, enfin. Donc, en fait, je reviens au fait qu'il y a des planètes autour de la plupart des étoiles. En fait, c'est normal. Les étoiles se forment dans un nuage de gaz qui se condense, mais qui se condense dans quelque chose qui tourne, donc il y a un renflement au centre, un disque autour. Le renflement au centre évolue, réaction nucléaire, etc. Pendant ce temps-là, enfin, c'est pas pendant ce temps-là, parce que c'est plus rapide, le disque qui est autour peut, c'est peut-être pas toujours le cas, mais peut avoir de la matière qui se rassemble et pour finir par donner des planètes et donc un système planétaire. Donc ce disque, ce qu'on est en train de voir là, on pense que c'est un proto-système planétaire. Et en fait, on a récemment, alors avec un instrument dont je n'ai pas parlé encore, c'est pas un instrument, c'est une centaine d'instruments, ALMA, des radiotélescopes qui se trouvent au Chili, sur le plateau de l'Atacama. Ils ont pu mettre en évidence ça c'est pas un dessin, c'est évidemment trafiqué au niveau des couleurs, mais ça représente la réalité d'une observation. Et là, ce que vous voyez, c'est la suite de ce que je viens de vous montrer. C'est-à-dire, vous avez au centre une étoile en train de se former, et vous avez l'évolution du disque. Et dans l'évolution du disque, vous voyez qu'il y a des canaux. Et les canaux, eh bien, c'est parce que il y a des planètes en train de se former qu'on ne voit pas encore. Donc les gens travaillent vraiment là-dessus pour essayer de bien voir ça. Les planètes qui sont en train de se former, elles tournent autour de l'étoile centrale et elles balayent. Elles balayent la matière du disque, et petit à petit, à la fin, on arrive à un système planétaire comme le nôtre. Alors voilà, ça dure un certain temps pendant que l'étoile peut exister, pour le Soleil 10 milliards d'années.
Donc les couches extérieures de l'étoile se gonflent, alors ça va englober petit à petit les orbites des planètes, hein, pour nous. Et au centre reste, dans tous les cas, il reste au centre une petite étoile qu'on appelle une naine blanche, qui est le centre de l'ancienne étoile. Donc il y a à la fois contraction au centre, une petite étoile qui va rester, qui va simplement se refroidir, et puis tout le reste qui gonfle. Et ça, c'est donc la fin de la vie comme du Soleil, assez calme. Mais il y a d'autres étoiles qui terminent leur vie d'une façon plus violente. Alors là, je ne sais pas si vous voyez, c'est une image du grand nuage de Magellan, c'est une galaxie proche de nous. Et vous voyez vers la région centrale, vous voyez quelque chose avec un disque autour. Et bien ça, c'est une supernova qui a explosé, qu'on a vu exploser. Une supernova, c'était une étoile qui explose en 1987, mais elle avait explosé 170 000 ans plus tôt, parce qu'il fallait le temps que la lumière nous arrive. Et donc c'est ce qui arrive pour une étoile plus grosse que le Soleil, à peu près 10 fois plus grosse que le Soleil ou plus. Elle explose, et alors quand elle explose, il y a transformation encore de la matière au cours de l'explosion, comme une bombe, et après, ça fait des filaments de matière transformée qui se mélangent avec le reste de la galaxie. Donc là, par exemple, ça, c'est un filament du reste d'une supernova. Donc ça veut dire qu'à l'intérieur de cette matière-là, eh bien, vous avez des éléments lourds, hein, jusqu'à l'uranium, vous avez des éléments lourds en plus grande quantité que ce qu'il y a ailleurs, et tout ça va se mélanger, et c'est comme ça qu'évolue la matière dans les galaxies. Voilà encore des filaments. Alors vous voyez, ça vient de collègues chinois, des filaments restent de supernova. Donc, vous imaginez que l'univers a débuté il y a 13 milliards d'années, 13,8 milliards d'années. Il y avait il y avait de la matière dans des conditions extrêmes. Et petit à petit, donc, ça a évolué. Et puis, il y a eu les premières galaxies, les premières étoiles. Et cette matière d'origine, enfin, qui c'est surtout au début, il y avait quand ça s'est refroidi un peu, il y avait surtout des protons, des noyaux d'hydrogène. Petit à petit, au cours du temps, à fabriquer des éléments lourds. Ça s'est passé pour 2 fois l'âge actuel de la Terre avant que le système solaire naisse. Et donc le système solaire est né de matière qui contenait ce genre d'éléments. Alors, il y a beaucoup d'autres sujets, hein, je vais devoir m'arrêter, mais dans ces nuages interstellaires, et ça fait partie des recherches très actives qui sont menées ici à l'IRAP, il y a des molécules. Ces atomes se mettent ensemble et forment des molécules. Donc il y a des molécules, ce qu'on appelle des molécules organiques, c'est des molécules à base de carbone, des macromolécules. Vous en trouvez de toutes sortes dans cette matière interstellaire. Vous en trouvez aussi sur les astéroïdes qui tournent autour du Soleil, vous en trouvez sur des météorites. Donc en fait, des molécules organiques, c'est-à-dire des molécules qui sont celles qui, ensuite, une fois organisées, donnent les molécules du vivant, on en trouve partout. Le problème, c'est que ces molécules-là, organiques, ben, c'est pas encore le vivant. C'est pas encore le vivant et ça n'a pas grand-chose à voir avec le vivant. Le vivant, je me suis amusé à vous, parce que j'ai regardé ça un peu, au niveau aussi philosophique, et je me suis amusé à vous donner une citation de Claude Bernard. Lorsqu'on parle de la vie, on se comprend à ce sujet sans difficulté, et c'est assez pour justifier l'emploi du terme d'une manière exempte d'équivoque. C'est assez extraordinaire, hein, c'est assez extraordinaire. On n'a même pas besoin de... Enfin, je suis très critique, évidemment. On n'a même pas besoin de définir le sujet, tout le monde sait ce que ça veut dire. Eh bien, c'est pas vrai du tout. Pas vrai du tout. Et ça, c'est surtout quelque chose qu'il faut... Il y a beaucoup de jeunes, là, surtout quelque chose qu'il ne faut pas faire quand on fait de la recherche. Hein, c'est très important de savoir, d'essayer de définir. Mais pour la vie, eh bien, je connais quelqu'un qui a fait une thèse sur le sujet et qui a montré, qui a trouvé dans la littérature, dans la science et partout, pas moins de 200 définitions différentes de la vie. Donc, qu'est-ce que la vie? Bon, c'est une autre conférence. Hein, je pose la question, je ne vais pas y répondre. Qu'est-ce que la vie? Ben, en fait, on n'en sait pas grand-chose. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a déjà quelques années, quand on a commencé à comprendre que les éléments dont nous sommes faits venaient des étoiles, il y a eu cette expression, qui est le titre d'un livre d'Hubert Reeves, mais il n'y a pas que Hubert Reeves. Nous sommes des poussières d'étoiles. Et moi, j'insiste pour dire, nous sommes beaucoup plus que des poussières d'étoiles.
Les poussières d'étoiles, ce sont les éléments dont nous sommes faits, mais en fait, je montre simplement juste un petit bout d'ADN. Donc l'ADN, c'est une des molécules, enfin la principale, liée à la vie. Donc de brins, la double hélice, tout le monde connaît ça. Cette double hélice, les brins sont reliés par ce qui est aussi dans ce qu'on appelle les gènes, qui sont des morceaux d'ADN, les bases azotées. Les bases azotées. Il y a 4 bases azotées, hein, qui ont des noms peu importe, mais qu'on appelle TA, CG si on prend leurs initiales. Qu'est-ce que c'est que ces bases azotées qui sont dans l'ADN? Ben, vous les voyez là. La seule chose que je veux vous montrer, c'est ce qui est écrit en haut. C'est-à-dire que ce sont des atomes de hydrogène, oxygène, azote, carbone, phosphore. Ce sont les atomes, enfin pas le phosphore, mais hydrogène, oxygène, azote et carbone, les plus abondants dans l'univers. Donc en fait, on a rassemblé les atomes les plus abondants dans l'univers. Ça peut faire penser à la poussière d'étoiles. Sauf que ces atomes dispersés, c'est rien du tout. Ils sont reliés à des macromolécules qui sont assez sophistiquées et surtout particulières. Et ce qui est impressionnant, moi je vous livre ça parce que je suis personnellement très impressionné sans avoir aucune réponse à ça, c'est que vous avez dans un ADN, vous avez une organisation très précise, hein, de ces bases azotées, les unes à côté des autres. Vous prenez une base azotée, vous la changez de place, vous changez le caractère de l'individu. Et ça, c'est quand même quelque chose d'extraordinaire, parce que qu'est-ce que c'est? Ce sont les atomes qui viennent des étoiles, plus, et c'est là, à mon avis, que se trouve le chaînon manquant et tout ce qu'on ne comprend pas, l'organisation. Qu'est-ce que c'est cette organisation? Donc on peut parler des interactions fondamentales, là j'ai pas le temps du tout, de la physique, des interactions moléculaires et tout ça, mais voilà, qu'est-ce que ça signifie? Donc ça, c'est une grande interrogation de notre époque. Alors je vais presque terminer là-dessus, juste pour rappeler, s'amuser un peu, que la vie sur Terre, on parle beaucoup de la diversité des espèces, etc., mais on oublie un peu que les espèces les plus diverses sur Terre, c'est celles qui sont au niveau microscopique, les bactéries. Il paraît qu'il y a 10 puissance 12 espèces de bactéries, 10 puissance 12 espèces, 5 10 puissance 30, alors là je ne fais pas des zéros et des trillions et des machins, bactéries sur Terre différentes, c'est complètement dingue ça. Vous avez des bactéries à l'intérieur de nos propres corps. Il y a plus de bactéries que de cellules humaines, paraît-il. Enfin ici, moi j'ai des médecins là qui sauront ça plus que moi, mais c'est complètement dingue. Et vous avez des bactéries qui vous créent des maladies, mais vous avez toutes les bactéries qui vous aident à fonctionner. Vous avez des bactéries, j'ai appris ça récemment, dans l'océan qui se nourrissent de méthane et qui empêchent les poches de méthane d'aller à la surface et de faire un peu plus de réchauffement climatique. Vous avez des bactéries qui vivent dans la mer morte, vous avez des bactéries qui vivent partout, enfin c'est complètement extraordinaire. Et puis vous avez, c'est autre chose, il y a tellement d'exemples, les animaux qui vivent... Ah oui, ce truc-là, j'ai pas résisté. J'ai pas résisté à vous montrer ce truc-là, j'étais à une conférence hier. Audrey Dussutour, c'est une femme chercheure au CNRS ici à l'université. Et ce truc-là que vous voyez là, je dis un truc parce que c'est pas un animal, c'est pas une plante, c'est pas un champignon, mais c'est un être vivant et c'est une seule cellule. Donc c'est une seule cellule avec plein de noyaux dedans et il est capable de se gonfler à des dimensions vraiment visibles. C'est une cellule qu'on peut étudier à notre échelle. Et il fait des tas de choses, il est capable d'apprendre des choses alors qu'il n'a pas de cerveau. Enfin, c'est pour dire quand même la vie, c'est assez extraordinaire. Et puis dans les fonds des océans, ben voilà, il y a quelques animaux, vous savez, qui ne voient jamais la lumière, qui vivent dans les abysses, dans les sources chaudes au fond des océans, des choses assez extraordinaires. Voilà, tout ce qui peut se passer. Alors on se demande s'il y aurait des choses comme ça. Dans les satellites, il y a des satellites, il y en a plusieurs, il y a plus que ça, mais là il y a Ganymède aussi. Là il y a les 2 satellites, des satellites de glace autour de Jupiter et de Saturne. Donc le tour du satellite c'est de la glace, mais on sait par toutes sortes d'études, qu'il y a un océan liquide en dessous. Alors est-ce qu'il y aurait de la vie dans les océans en dessous de la glace? Et il y a des expériences
des expériences à ce sujet et des projets aussi spatiaux. Voilà, donc j'ai fini. Voilà un petit peu quelques questions. Je ne vais pas tout vous laisser lire. C'était un petit peu toutes les questions qui se posent. Il y en a beaucoup plus, donc il y a besoin de jeunes. Donc voilà, c'est l'avenir. Il faut penser aussi que les expériences spatiales qu'on met au point maintenant, enfin sur lesquelles on commence à travailler, elles vont être lancées quand? En 2020, 2030, 2035. Voilà, donc c'est pas nous, les vieux, qui allons étudier ça. Donc il faut des jeunes. Il faut des jeunes pour prendre la relève. Et puis, ben voilà, c'est nous qui observons ça, et nous, avec un cerveau, et là, j'aime bien aller un peu flou, je suis désolée, je n'ai pas trouvé mieux, mais c'est la gravure des chairs qui s'appelle l'exposition d'estampes, et là, vous avez un jeune homme qui regarde un tableau, et le tableau se développe, et finalement, le jeune homme, il est inclus dedans. Donc, en fait, c'est ce que nous faisons, nous étudions l'univers dont nous faisons partie. Et ça pose encore d'autres problèmes par rapport, enfin, d'autres questionnements par rapport à... Eh ben, qu'est-ce que le cerveau, qu'est-ce que la conscience, que signifie le fait que maintenant, nous, à notre époque sur la Terre, nous commençons à avoir conscience de l'univers, à pouvoir nous le représenter, etc. Donc ça, c'est encore un autre développement. Je crois que ce qu'on fait là, c'est très transdisciplinaire. Et il y a des ouvertures en philo, en sociologie, aussi par rapport à l'économie, par rapport à toutes sortes de choses. Voilà, ben, j'ai été, je crois, un petit peu longue, mais on avait commencé en retard aussi, hein, donc j'ai des excuses. Et je vais terminer là-dessus. Je fais une petite publicité pour mon dernier livre. Et puis, si vous avez envie, voilà, j'ai un site web. Voilà, merci beaucoup. Vous nous avez parlé de l'expansion de l'univers. Oui. Et j'ai entendu dire que c'était plus rapide que la vitesse de la lumière dans une conférence. Oui. Et je voulais savoir si vous pouvez nous apporter une Oui, explication là-dessus ou quelques mots. Tout à fait. La vitesse de la lumière ne peut pas être dépassée quand c'est une vitesse mécanique. Par exemple, je ne sais pas moi, imaginez un vaisseau spatial ou quelque chose, il ne pourra pas aller plus vite que la vitesse de la lumière. L'expansion, ce n'est pas une vraie vitesse. Et c'est là toute la différence. Je vais prendre un exemple que bon, j'hésite toujours un peu à prendre parce que ça peut conduire à des idées fausses, mais enfin, ça ne fait rien. L'image d'un ballon. Donc vous avez un ballon qui se gonfle et vous avez des points sur le ballon. Eh bien, je vous vois plus. Les points vont s'éloigner les uns des autres si le ballon se gonfle. Mais il n'y a pas une vitesse mécanique, comme par exemple un train qui roule ou quelque chose comme ça, d'un point qui va... comment dire... enfin, c'est pas un point qui se déplace par rapport à un autre, comme on se déplacerait sur une surface. Les points ne bougent pas par rapport à la surface, mais c'est la surface qui se gonfle. Vous voyez? Donc, c'est ça la différence. Donc, on peut avoir un effet ça donne l'illusion d'une vitesse plus rapide que la vitesse de la lumière, mais ce n'est pas une vraie vitesse. Donc, voilà, c'est difficile, hein, mais ça ne remet absolument pas en cause la limite de la vitesse de la lumière pour les vitesses mécaniques. Merci Sylvie. D'autres questions, d'autres remarques? N'hésitez pas, levez bien les mains. Bonjour. Oui. Vous avez parlé de la vie, vous avez parlé de l'univers, et je me demandais, est-ce que vous pensez réellement que l'univers est né il y a 13 milliards d'années, comme vous l'avez dit, et s'il est né à cette époque-là, peut-être qu'il va mourir. Quelle serait pour vous la fin de l'univers? C'est deux questions différentes en fait. La naissance de l'univers, j'aime pas trop le mot naissance, surtout pas le mot création. Le mot origine, il faut bien l'utiliser, hein, ça, forcément, on utilise le mot origine, mais enfin, j'aime pas trop non plus. Il faut penser que l'origine du temps, pour nous, c'est nous. Quand on fait des calculs, le temps t égale 0, c'est l'époque actuelle. Parce que quand on fait des observations, ben on part de nous. Et on observe, quand on observe le ciel, il faut aussi avoir conscience, je ne l'ai pas dit, mais qu'on observe des galaxies, on observe l'espace, on le voit directement dans le passé. Il faut avoir ça en tête parce qu'on voit les objets célestes. Au moment où la lumière les a quittés, il a fallu du temps pour que la lumière arrive jusqu'à nous. Donc nous, c'est le temps zéro. Et quand on mesure les vitesses, alors là encore, je dis vitesse.
C'est pas une vraie vitesse. Mais c'est encore une fois, on a des difficultés avec les mots. Hein. Donc la manière dont les galaxies s'éloignent les unes des autres, là on utilise la physique qu'on connaît, c'est-à-dire les lois de la mécanique, et on remonte vers le passé, et là on tombe sur une singularité primordiale. Donc ça c'est le résultat des observations actuellement et du calcul en utilisant les lois de la physique qu'on connaît. Mais on a des bonnes raisons de croire quand même que pendant au moins une bonne partie des calculs qu'on fait, les lois de la physique sont valables. Bon, on sait que la physique atomique, par exemple, dans les galaxies très lointaines, c'est la même que chez nous. Ça, on en a des preuves par le rayonnement. Donc on peut le faire quand même, on pense que c'est correct. Donc là, on tombe sur une singularité. Alors, ce qui commence à être difficile, c'est quand on arrive, je dis quand on arrive, mais vous comprenez que je prends le truc à rebours, là, quand on arrive aux premiers instants de l'univers, là, on arrive à une époque où les conditions, on tombe sur, c'est pas une invention de l'esprit, on tombe dessus, quoi. Là aussi, on est face à ça, on est face à ce résultat, des conditions qui sont extrêmes, qui ne sont pas les conditions qu'on connaît maintenant. Et à la limite, à une physique, là, on sait qu'il y a des soucis. On sait qu'il y a des soucis, c'est pour ça qu'il y a tous ces travaux actuels. Donc, je n'ai pas entré dans les détails, mais les recherches de la gravité quantique, les recherches toutes les histoires de supercorps, toutes ces histoires. Et puis, on se demande aussi si c'est notre univers et le Sol ou s'il y en a d'autres. Enfin, il y a toutes sortes d'études qui sont faites actuellement. Ça concerne les premiers instants de l'univers. Donc, si vous voulez, le fait que l'univers qu'on connaît a un âge, et le fait qu'on peut même déterminer cet âge grâce au satellite Planck, ça a une signification, sauf que le temps zéro d'origine ou de création n'a pas de signification physique. Et ce qui se passe dans les premières secondes, c'est quelque chose qu'on ne domine pas. On a de l'aide des grands accélérateurs, mais quand même, on ne domine pas. Donc, il y a des tas de théories. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce que ça signifie tout ça? Est-ce qu'il y a des tas de théories? Par exemple, est-ce que l'univers existait avant? Est-ce qu'il y a eu un rebond, ce qu'on appelle le grand rebond, pour redonner l'univers actuel? Est-ce que notre univers est né dans un hyperespace, c'est-à-dire un espace qui a beaucoup plus de dimensions que le nôtre actuellement, et ce qui serait... Bon, ça, je ne vais pas entrer dans les détails, mais il y a des théories comme ça. Et à ce moment-là, c'est là qu'il pourrait y avoir d'autres univers comme le nôtre qui existeraient dans le même hyperespace. Ça repose la question, cet hyperespace, c'est quoi? Donc en fait, à chaque fois qu'on réfléchit, on repose d'autres questions. Donc la réponse à votre question, c'est... on peut dater l'univers qu'on connaît. Qu'est-ce qui s'est passé dans les premiers instants? On ne sait pas vraiment. Et pour l'histoire de la fin, c'est autre chose. C'est autre chose. L'avenir de l'univers, ce qui va se passer, ça dépend de certains paramètres, et en particulier la densité, la quantité de matière. Alors maintenant, on est à peu près au clair avec ça. Parce qu'on peut, même si on ne sait pas ce que c'est, on peut mesurer, on sait combien on doit avoir de matière noire, d'énergie sombre dans l'univers actuellement, même si on ne sait pas exactement ce que c'est. Et la fin de l'univers en dépend. Et donc, dans ce qu'on sait actuellement, l'univers continuera l'expansion, et il n'y aura pas de retour en arrière avec ce que dans le passé on appelait un Big Crunch, qui aurait été l'équivalent du Big Bang à l'envers. Ça, pour l'instant, non. Mais voilà, on en est... C'est la recherche, hein. Donc, j'ai pas de réponse. J'ai pas de réponse ferme et définitive à ce que vous dites, parce que je ne sais pas. Voilà. Merci Sylvie, vous voyez qu'il y a de la place encore pour la recherche et encore pour longtemps sur ces sujets. Est-ce qu'il y a d'autres remarques et d'autres questions? Oui, monsieur, là-bas. Oui, alors moi j'aurais une question un peu plus concrète. Donc on voit plein d'équipements dans l'espace. Je suis désolé, mais je ne vous vois pas. Là. Je suis ici. Hop. Ah, d'accord. Donc on voit plein d'équipements dans l'espace. Il y a même c'était maintenant... Attends, excusez-moi, vous pouvez reprendre parce que du coup j'ai pas entendu. On envoie plein d'équipements dans l'espace. Oui. Et de plus en plus. Et il faut savoir si qu'il y avait une législation internationale qui autorisait le lancement d'équipements dans l'espace, quel type d'équipement, un protocole qu'il faut... Alors, je ne sais pas, il y a peut-être des gens ici qui sont plus au courant que moi par rapport au droit spatial.
Mais je sais qu'il y a, c'est en discussion. Alors, mais je pense pas qu'il y ait, je pense pas qu'il y ait une organisation internationale de droit spatial pour l'instant. Pour envoyer n'importe quel équipement, parce que là, Elon Musk envoie une voiture. Si. Est-ce que c'est autorisé d'envoyer une voiture dans l'espace? Oui, non, mais c'est pas mon sujet, mais je peux quand même dire. Ah bon, il paraît que ça existe. Vous voyez, je suis pas trop au courant, mais il paraît que ça existe. Mais c'est-à-dire que quand on veut envoyer quelque chose un instrument dans l'espace, on doit s'adresser à un organisme pour vérifier qu'on a le droit, c'est ça? Bon, enfin écoutez, c'est un sujet apparemment intéressant, mais je ne peux pas moi vous répondre. Il y a des gens, si vous voulez, tout à l'heure, qui peuvent vous répondre mieux que moi, mais je ne suis pas trop au courant du droit spatial. D'autres questions? Oui. Moi je me demandais, vous avez parlé de formation de planètes et d'autres univers et d'autres systèmes solaires, mais vous n'avez pas parlé de la vie dans ces systèmes. Donc est-ce que vous pensez qu'il y a possibilité que ces systèmes abritent la vie? Et est-ce qu'il y a des recherches concrètes à ce sujet ou il ne s'agit encore que d'une théorie? Alors, en fait, savoir s'il existe de la vie sur d'autres planètes ailleurs dans l'univers, on n'en sait rien. Donc là, moi je peux vous répondre, je vous répondrai tout à l'heure comme une conviction personnelle, mais pas au nom des scientifiques. Est-ce qu'il y a des recherches qui se font? J'ai parlé tout à l'heure de la caractérisation des atmosphères planétaires, donc c'est un pas. Si on découvre une planète dans laquelle il y a de la vapeur d'eau, du gaz carbonique et de l'ozone par exemple, ou de l'oxygène, ça peut être une indication qu'il peut y avoir de la vie. Il y a avant ça, sinon il y a des recherches, ce qu'on appelle des planètes habitables, mais il ne faut pas trop s'attacher aux mots. C'est-à-dire qu'on recherche, parmi toutes les planètes qu'on peut détecter, d'abord s'il existe des planètes solides. Et ça, oui, c'est sûr, il y a des planètes solides, comme la Terre, ou un peu plus grandes que la Terre, ou un peu plus petites d'ailleurs. Des planètes solides qui sont pas trop loin de leur étoile et pas trop près, de telle manière qu'il peut y avoir de l'eau liquide. Parce que la vie telle qu'on la connaît a besoin d'eau liquide. Donc si c'est trop loin, c'est gelé. Si c'est trop près, l'eau est partie sous forme de vapeur d'eau. Donc en fait, les gens répertorient les planètes, les exoplanètes qu'on observe qui sont dans cette zone habitable, c'est-à-dire où il peut y avoir de l'eau. Ensuite, l'étape suivante, c'est d'essayer de détecter une atmosphère, de voir s'il y a des caractéristiques de la vie dans l'atmosphère. Ensuite, ça ne voudra pas dire encore qu'il y ait des êtres vivants dessus. Donc en fait, c'est une question qui est loin d'être résolue. En tout cas, ce qu'on cherche, ce qu'on imagine, c'est plutôt des bactéries ou des choses comme ça, plutôt que des êtres intelligents, parce que la conscience, c'est encore autre chose. Donc quand on parle de communiquer, etc., là, on n'en est pas du tout là. Alors vous me demandiez une réponse. Moi, ma conviction personnelle, c'est que je ne vois pas pourquoi la vie aurait pu émerger ici sur la Terre et pas ailleurs, même si il y a quelque chose d'important, c'est qu'il y a beaucoup de conditions, beaucoup de coïncidences qui ont permis à la vie d'exister sur la Terre. Donc j'ai des collègues qui pensent l'inverse de moi et qui pensent qu'on est seul dans l'univers. Moi, ça, je ne crois pas du tout. Mais je connais des gens qui vont vous donner des arguments pour dire on est seul dans l'univers. Donc vous voyez, on n'a pas de réponse. Ma conviction personnelle, c'est qu'il doit y avoir de la vie ailleurs. J'imagine pas qu'il n'y ait pas de vie ailleurs. Mais c'est personnel. Merci Sylvie. D'autres questions? C'est bon? Oui, je voulais savoir ce que vous pensiez de l'intérêt d'aller... Est-ce qu'il y a un intérêt aujourd'hui d'aller sur d'autres planètes pour l'humanité? Parce qu'on avance là beaucoup encore, je ne vois pas où vous êtes du tout. Je suis ici. Ah, d'accord. On avance très vite technologiquement, mais au niveau de l'esprit, c'est pas encore ça. Au niveau de l'humanité, je voulais savoir s'il y avait un intérêt aujourd'hui à aller sur d'autres planètes. J'ai envie de dire, il y a quelque chose qui porte les hommes à la curiosité. Et moi, je trouve que c'est une bonne chose d'avoir de la curiosité et de vouloir aller toujours plus loin. Donc, je suis convaincu qu'on n'en est pas encore là. Hein. On entend plein de choses, mais je suis convaincu qu'il y a des gens qui iront, comme on disait tout à l'heure, faire le tour de Mars, déjà sans s'y poser comme on a fait pour la Lune. Je ne sais pas quand.
hein, dans combien de temps, combien d'années, combien de dizaines d'années, je ne sais pas, mais je suis sûr que ça se fera. Se poser sur Mars, comme se poser sur la Lune, je suis sûr que ça se fera aussi. Donc l'intérêt, ça dépend de ce que vous appelez l'intérêt. Hein, l'intérêt, il y a déjà la curiosité, déjà d'aller voir ailleurs. Maintenant, l'intérêt par rapport au fait que l'humanité se développe trop sur la Terre, qu'on a la pollution, etc., et qu'on veut aller trouver un endroit où on puisse vivre parce qu'il n'y aura plus de place sur la Terre, bon, c'est autre chose. Hein. Ça, c'est autre chose. Je crois qu'on n'est pas, pour l'instant, prêt de trouver une planète aussi confortable que celle que la Terre, et que c'est très important de protéger la Terre, parce que eh ben, c'est pas demain la veille, je crois, qu'on aura de l'intérêt à aller sur une autre planète. En plus des planètes exoplanètes, alors là, la planète la plus proche de nous, c'est une planète qui a été découverte autour de Proxima du Centaure. Proxima du Centaure, c'est l'étoile la plus proche de nous, qui est à 4,4 années-lumière. Eh bien, si on prenait la vitesse, j'ai vu ça récemment, la vitesse des sondes voyageurs qui sont partis il y a 40 ans et qui ont quitté, qui s'en vont, la vitesse des sondes voyageurs, pour aller jusqu'à Proxima du Centaure, il faudrait 2500 générations humaines avant d'y arriver. Voilà où on en est pour l'instant. Donc c'est pas demain la veille qu'il faudra qu'on aura un système de propulsion qui permettra d'aller... Alors sauf que, juste la petite histoire, il y a des gens qui réfléchissent à une sonde spatiale microscopique, parce que comme maintenant tout devient micro, une sonde spatiale microscopique qu'on peut du coup à ce moment-là accélérer à très grande vitesse. Et on pourrait, dans je ne sais pas combien, moi, mais le temps d'une vie humaine, cette minuscule sonde spatiale pourrait aller jusqu'à Proxima du Centaure. Mais le problème, c'est que, imaginons qu'on y arrive et imaginons qu'elle passe à côté de la planète, elle passera en une fraction de seconde, elle ne verrait rien du tout. Donc il faudrait qu'on puisse la décélérer. Enfin voilà, ça c'est la petite histoire. Merci. Alors encore 2-3 questions et après on va être obligé de s'arrêter pour des questions d'organisation. Moi, c'est un peu en lien avec la question précédente. Je voulais savoir quels étaient les objectifs principaux de la mission sur Mars qui se profile. Objectifs principaux, c'est déjà d'essayer d'étudier. Enfin, il y a quelqu'un quand même à l'IRAP qui est tout à fait, c'est Sylvestre Maurice, tout à fait là-dedans, qui pourrait répondre beaucoup mieux que moi, mais étudier le sol de la planète et le sous-sol, et enfin essayer de déterminer s'il y a eu de la vie sur la planète Mars dans le premier milliard d'années, puisque il y a une idée comme ça. Et au début de la planète Mars, l'atmosphère était plus dense que maintenant, il y avait du champ magnétique qui a disparu. Et donc il y avait peut-être de la vie avant, et donc par rapport à la recherche d'où vient la vie, c'est important. Bon, puis il y a d'autres intérêts à étudier Mars, parce que c'est une planète avec des tas de choses intéressantes, hein, par rapport à, je sais pas moi, aux calottes, par rapport aux montagnes sur Mars, il y a beaucoup de choses à étudier. C'est passionnant d'étudier comment est faite la planète, même indépendamment de la vie. J'aimerais reparler sur la vie un petit peu. Vous nous avez expliqué qu'on était en fait juste la poussière d'étoiles, donc de la matière. Mais ça serait quoi selon vous, si vous avez une intuition sur ce que c'est la chose qui en fait nous anime et fait qu'on est des êtres vivants et qu'on est capable de cette sorte de conscience un petit peu. Alors si vous voulez, au point où je vais vous demander le passage du non-vivant au vivant, c'est ça? Ouais, un petit peu. Oui. Eh bien, la seule chose qu'on peut faire maintenant, c'est essayer d'analyser ça, d'essayer de poser la question le mieux possible. Vous savez, quand on cherche à comprendre quelque chose, la première attitude, c'est déjà de poser bien les questions. Et ça, c'est déjà pas évident. Et donc, voilà, moi j'ai regardé ça un petit peu en détail parce que c'est évidemment passionnant sans avoir aucune réponse. Aucune réponse. Si vous voulez, quand je dis aucune réponse, je veux dire peut-être beaucoup de réponses, mais ces réponses sont des réponses, comme je disais tout à l'heure, des convictions personnelles, plus que vraiment des réponses scientifiques. Il y a eu des expériences, hein, comme la fameuse expérience de, comment il s'appelle, Stanley Miller, qui a été jusque, je crois, aux acides aminés, créer des acides aminés dans une enceinte, en simulant ce que pouvait être l'atmosphère primitive de la Terre et en faisant des étincelles qui simulaient
des orages, de l'électricité. Et là, on peut fabriquer des molécules organiques déjà très complexes. Mais les acides aminés, ce n'est pas encore le vivant. Ce sont des briques du vivant, mais ce n'est pas le vivant. Alors, le passage au vivant, c'est vraiment c'est une question totalement ouverte. Totalement ouverte. Là, il y a un blocage. Alors, il y a la vie, la définition de la vie, c'est pas tout à fait évident. Alors des systèmes qui sont très importants là-dedans, là, je sais qu'il y a des médecins dans la salle, c'est les virus. Les virus, donc il y a des idées chez les gens, alors ça, moi je ne fais pas du tout ça, hein, mais les gens qui s'intéressent à l'origine de la vie, s'il y a eu une vie virale avant la vie cellulaire qui est la nôtre. Et les virus, est-ce que c'est vivant ou est-ce que c'est pas vivant? Puisque les virus, ils ont besoin d'une cellule pour pouvoir se reproduire, mais ils se reproduisent. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas une dichotomie non-vivant-vivant, mais qu'il y a peut-être un continuum ou je sais pas, plusieurs branches. Mais là, je suis en train de parler de choses qui ne sont pas tout à fait mon sujet. Il y a des gens qui en savent beaucoup plus que moi dans la salle, voilà. Sauf que je ne pense pas qu'il y ait personne qui puisse répondre à la question qu'est-ce que la vie, enfin répondre vraiment d'une manière précise, et comment on est passé je ne dis pas de l'inerte, parce que l'inerte, ça veut dire qu'il ne bouge pas. Le problème, attends, je ne vais pas développer ça trop longtemps, mais quand même, le problème, c'est qu'à chaque fois, enfin il me semble, qu'à chaque fois qu'on trouve une définition pour séparer le non-vivant du vivant, en fait, cette définition, les attributs qu'on donne aux vivants par rapport aux non-vivants, on trouve des systèmes non-vivants qui les ont. Donc en fait, il y a, par exemple, des histoires de reproduction, on trouve des systèmes qui sont supposés non-vivants et qui le font aussi. Par exemple, l'échange. Un des trucs qui est resté, c'est que les vivants sont des êtres qui échangent de l'énergie, de la matière avec l'extérieur. Moi, je sais pas, quand on fait un peu de thermodynamique, comme j'ai enseigné la thermodynamique statistique ici à l'université pendant 12 ans, des systèmes qui échangent de la matière et de l'énergie avec l'extérieur, c'est pas des systèmes vivants, il y a toutes sortes de choses. C'est pas quelque chose qui est uniquement du vivant. Donc il y a vraiment, c'est pas du tout vivant, pas du tout. Voilà. Bien, écoutez, merci à vous pour vos interventions et merci à Sylvie Vauclair que nous pouvons applaudir.